Salut Adric, comment vas-tu? Très bien. Et toi, mon Chris? Très très bien également. Le temps qu'on reçoive des questions en live, je propose qu'on parle de notre partenaire Golden CBD, qu'on remercie. C'est grâce à eux que nous avons notre petit épisode du jour. Donc on en avait parlé la semaine passée, on avait apprécié plusieurs de leurs produits. Je ne sais pas si tu en as testé des nouveaux depuis. Oui, 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 oui. Hum, alors, j'ai pas pu me filmer parce que je n'assume pas encore ce Diaz style, mais j'ai testé la petite roulée. Euh, non, je pouvais pas assumer de me filmer comme ça, et qui m'a effectivement et en plus, mais non, franchement, en plus tu sais, je fais pas mal de vélo, on en a déjà parlé en off, et Ouais. j'avais le dos entre le grappling et le vélo, je pense qu'il y a mieux quand même. En termes de santé, on est bien, mais pour le dos, c'est pas hyper opti, faut-il l'avouer. Hmm. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment. Ça m'a bien Top. relâché au niveau du Écoute, dos et tout. moi j'utilise plus pour le sommeil et je dois avouer que là je me sens un peu plus relax et vraiment j'ai un meilleur sommeil et une demi-heure après que je bois le thé à la menthe, franchement je me sens bien relâché, pas anxieux, ce genre de choses. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent, on a moins 25%. Le lien sera en description quand on publiera la vidéo plus tard. Donc pour tous ceux que ça intéresse, goldencbd.fr. Le code promo c'est FIGHT et avec ça vous avez moins 25%. Ils ont plein de produits différents. Si vous n'aimez pas le thé, il y a des bonbons. Si vous n'aimez pas le thé ni les bonbons, il y a de quoi fumer. Il y a des gélules, comme ça il n'y a pas de goût. Euh, je propose qu'on se lance. Apparemment il y a des problèmes de son. Moi je t'entends très bien. Dites-nous si vous entendez bien Aldric. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a des soucis de son. Alors on a une première question. Mansour est-il surcoté? Non, 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 non. Il faut comprendre. Alors, souvent avec Chris, un des mots qui revient le plus, tous les deux, c'est la culture de l'instant. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui le découvrent et qui voient tout ce battage médiatique qui est fait autour de lui. Après, il faut vraiment, en une minute, il faut recontextualiser. Mansour Barnaoui a été, je pense, le lightweight hors UFC le plus dominant euh, de 2016-2017 à la période Covid. Euh, Hmm. il a remporté 2 tournois majeurs, il a mis en difficulté. Quand je dis mis en difficulté, on peut le regarder ce combat. Il est disponible sur YouTube, mais pour moi, Islam, il a été plus qu'en difficulté. Il perd quasiment ce combat. Il a dû user de stratagèmes limite pour s'extraire d'un triangle. Il est dominé, renversé. Hmm. Donc après, on en a déjà parlé. Il y a le ring rust et c'est pas parce qu'il a réussi son retour au Bellator que ce ring rust n'existe pas. Je veux dire, s'arrêter. Je pense qu'au niveau du grappling, ça se voit moins, mais sur les automatismes, sur les défenses de lutte, sur la façon de boxer, quand tu fais une pause de 2 ou 3 ans, c'est beaucoup. Et malheureusement, il l'a payé. Alors non, du tout. En ce qui me concerne, on ne surestime pas du tout Mansour Barnaoui. Après, il y a une réalité qui est celle du haut niveau. Et est-ce qu'on aura encore un Mansour au top à son prime? Je je sais pas. Est-ce qu'il s'entraîne correctement? Est-ce qu'il a toujours l'envie? Vu qu'au niveau financier, ça a l'air de bien aller pour lui, est-ce qu'il a toujours envie de s'entraîner 2 fois par jour à la salle avec l'intensité qui doit être la sienne pour atteindre les sommets mondiaux? Ça, malheureusement, il n'y Hmm. a que son entourage qui le sait. Mais non, en aucun cas, on ne le surestime pas. Après, c'est certain, c'est que là, il lui reste une chance. C'est-à-dire que ou il prend un petit peu de temps pour se reconstruire, il revient et son prochain combat est une masterclass, ou peut-être qu'il faudra penser soit à la retraite, soit à quelques combats entre guillemets lucratifs pour qu'il Hmm. puisse finir de mettre sa famille à l'abri, quoi. Moi, je te rejoins. Je pense que le mot surcoté est un peu fort. Euh, Par contre, j'ai pas. Il faut vraiment bien comprendre ce mot, donc je vais essayer de le nuancer. Peut-être dépasser. Et je vais expliquer ce que j'entends par là. Mansour Barnaoui, en termes de compétences, c'est difficile de faire mieux. Je pense que au sol, il est incroyable. Il a une bonne lutte. Il a un bon menton. En général, il a un très bon cardio. Là, c'est vrai que ça lui a un peu fait défaut contre J.J. Wilson. Son pied-point est efficace. Il est difficile à gérer debout.
Mais donc, tout ça, ce sont les compétences techniques. Et je trouve que le MMA, jusqu'à un certain point, les compétences techniques avaient un gros impact sur le résultat, sur la performance. Aujourd'hui, le MMA a changé depuis quelques années et il y a des compétences invisibles, j'aime bien dire les compétences invisibles, qui ont un gros impact. Le footwork, la conscience de où on est dans la cage par rapport à notre adversaire, la stratégie, le fight IQ, les ajustements, la capacité à gérer et décider de la direction d'un combat. Est-ce que je veux qu'il reste debout? Est-ce que je veux que ça aille au sol? Comment est-ce que je fais pour que ça aille au sol si j'ai envie que ça aille au sol? Ce genre de choses. Et j'ai l'impression que Mansour, à l'image de beaucoup d'autres combattants, Brian et moi on en avait parlé pour Charles Jourdain par exemple, euh, il est tellement fort partout, il a tellement confiance en ses compétences qu'il se dit, peu importe où le combat va, je vais pouvoir me débrouiller. Mais aujourd'hui, pour une victoire, tu dois avoir la main mise sur là où va le combat. Tu dois vouloir aller dans l'aspect du combat où tu es bien meilleur que ton adversaire ou le plus à l'aise vis-à-vis de ton adversaire. Et je trouve, dans les deux derniers combats de Mansour, que c'est ça qui lui manquait. C'était de la gestion de combat au sens large. Les compétences sont là, la préparation est là, mais il n'est pas assez préparé par rapport à son adversaire et il vient pas avec une stratégie, ou en tout cas il vient avec une stratégie, mais avec une incapacité à bien l'exécuter. C'est l'un ou l'autre. Et pour moi, c'est là où il y a vraiment un gros axe d'amélioration. Je pense que s'il est plus entreprenant dans le combat, dans la stratégie, il va pouvoir performer à hauteur des espérances. Parce que c'est ça aussi, c'est euh, voilà, certains médias ou la communication qu'on a le met peut-être sur un niveau d'attente qui risque de décevoir les fans quand ils ne le connaissent pas et qu'ils se disent oh, on m'a vendu Mansour comme un top 3 UFC et après qu'il ait deux défaites au Bellator, on a peut-être une certaine déception. Mais surcoté, pour moi, c'est un mot qui est largement exagéré et je voulais un peu élaborer aussi les pistes d'amélioration pour lui. Euh, Juste un petit je- mot quand même, Vas-y. on n'avait pas fait de preview sur ce combat et à tort ou à raison ça, mais j'ai l'impression que ça vous plaît pas beaucoup les combats du Bellator, tout ça, ça attire pas trop votre attention, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas fait. Cela étant, JJ Wilson, parlons-en 10 secondes. Euh, Gadzhir Abadanov, qui est sa seule défaite, je crois d'ailleurs, sur son palmarès pro. Hein. Oui, c'est ça. Sa seule défaite, Mm. c'est quelqu'un que je connais très bien parce que Mehdi Dakev l'a battu euh, pour la ceinture de l'organisation de Khabib, le Eagle FC. Et j'ai trouvé JJ beaucoup plus fort, beaucoup plus fort que contre Gadzi. Donc sa marge de progression a considérablement augmenté. Ça, c'était le petit 1. Ce qui est logique puisque c'est un tout jeune, hein, il a 26 ans. Et le Mm. petit 2, si on avait fait une preview, j'aurais dit que ça sentait un petit peu le pâté, entre guillemets, parce que tu peux être American Top Team. Aujourd'hui, s'afficher sous l'étendard American Top Team n'est pas à 100% un gage de fiabilité parce que tu payes, en fait, tu payes la cotisation des pros, tu es un fighter American Top Team. Alors, dans ton coin, il n'y aura pas Mike Brown, par contre. Il y aura Paparumpa, ou il y aura un autre Brésilien, ou il y aura des- d'autres coachs, ou même ton propre coach, parce que tu peux le faire à partir du moment où tu t'es acquitté de la cotise pro, qui est de l'ordre de 1500 $, je crois. Il faudra demander à Lucie Berthaud qui avait fait ça à une époque de sa vie. Mais ça, c'était juste pour l'anecdote. Mais quand tu vois JJ qui arrive avec Dustin Poirier dans son coin, qui a traversé l'Atlantique pour être avec son copain, et qui arrive avec Mike Brown, bon, ben voilà, tu sens que ce mec-là s'entraîne avec Dustin. Tu sens que ce mec-là est un futur top de cette catégorie lightweight. Et tu sens que pour un combat post-Brent Primus, c'était vraiment pas un cadeau qu'ils sont faits à Mansour. Ce qui n'enlève rien à sa contre-performance, hein, clairement. Au même titre qu'on vous dit Mm. qu'il n'est pas surcoté, il faut appeler un chat un chat. Et Mansour a fait une contre-performance. Et c'est pour ça que je disais que je ne sais pas si on le reverra à son prime. Mais, mais dans tous les cas, c'est un très grand combattant qui, aujourd'hui, effectivement, n'est plus le numéro un français en lightweight, mais qu'il a été pendant des années, des années et des années. Tout à fait. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'il l'a été pendant les années où
les compétences techniques avaient énormément d'importance sur la performance. Et maintenant que ça n'est plus le cas, il a besoin de se réinventer et c'est en phase avec sa carrière. Il a été absent pendant 3 ans. Et quand il est revenu, c'est là où on a vu peut-être un visage un peu plus décevant, même s'il est très bien revenu avec sa première victoire au Bellator. Alors, je vais juste faire un petit test, Aldric. Tu vas plus me voir, je ne vais plus te voir, mais je pense qu'on va continuer à nous voir en live. C'est juste pour que tu envoies moins de data, parce que certaines personnes t'entendent pas très bien. Je vois qu'il y a des gens qui... Ah non, on nous voit plus du tout. Quand je fais ça, on nous voit plus du tout. Je vais te remettre. Hop, bah écoutez les gars, j'espère que le son d'Aldric ça ira chez tout le monde pour la suite du podcast. En tout cas, moi je t'entends très très bien. Euh, ouais, il faut lâcher des abonnements pour qu'Aldric puisse prendre la fibre. C'est vrai que ce sera pas mal le jour où on aura tous la fibre chez nous. Alors, je Elle passe arrive, à la question. elle arrive chez nous, hein. Donc, je Ah m'engage waouh! d'ici quelques semaines à être fibré. Ah waouh! Eh ben écoute, tu l'auras bien avant moi parce qu'en Belgique c'est pas encore trop le cas, surtout pas dans les petites villes comme là où moi j'habite. Alors on a une question de justement un de nos membres, Adrien Charpentier, merci. Salut à tous. Aldric a-t-il des updates sur la catégorie flyweight femme depuis Grasso Shevchenko 2? Oui. Vas-y. Alors, il y a rien de secret, hein, ce que je vais vous dire est parfaitement vérifiable. Je vais juste vous traduire un petit peu. Si vous allez maintenant sur le profil de Valentina Shevchenko, elle a été opérée hier et l'opération a duré bien plus que prévu et c'est bien passé. Mais ce qu'il faut lire entre les lignes, en fait, c'est que les fractures sont multiples et que on en saura plus d'ici une semaine. Mais la durée d'indisponibilité de Valentina va être, je pense, proche des 4 mois et plus. Donc, c'était prévisible, puisque une fracture du pouce, c'est une fracture du pouce, mais là, il y avait vraiment toute la main qui avait gonflé. C'est pour ça que comment dire, que j'assurais une certaine, comment dire, une confiance en moi concernant la suite. Après, bien évidemment que ce match nul était compliqué parce que un match nul, ça doit toujours être suivi de conséquences et ces conséquences auraient dû être un rematch. Mais je suis très confiant là. Je pense que d'ici une semaine, on aura le rapport que la catégorie doit quand même avancer et que compte tenu de ce que Manon a fait précédemment, elle s'est exprimée hier. C'est moi qui ai traduit auprès de Brett Okamoto et, et je suis assez confiant sur le fait que s'il doit y avoir un choix de fait entre Erin et Manon, ce sera Manon. Parce que, pas parce que Erin est américaine et qu'il rate que là-dessus, parce que malgré tout, ça reste un sport avec un côté performance et je suis très confiant là-dessus. Mais on en saura plus d'ici, je pense, une petite semaine, 10 jours, que les médecins puissent poser un diagnostic sur la convalescence de Valentina. Ouais, parce qu'on a tendance à dire que, étant donné qu'on a des contenders clairs dans la division, en Manon et Erin, on pourrait se dire, ok, l'UFC ne va pas vouloir bloquer la division et donc donner sa chance à une des deux, au même titre qu'on pourrait se dire, ok, Alexa Grasso, elle va peut-être vouloir s'asseoir sur son titre, elle va dire, ouais, moi je peux attendre 6 mois, 7 mois s'il faut, et dans ce cas-là, on pourrait envisager alors un combat entre Erin et Manon pour définir la prochaine challengeuse. Dans tous les cas, tu m'avais déjà dit en off que euh, comme tu as confiance en les capacités de Manon à devenir championne, pardon, il faut savoir battre tout le monde, donc peu Ah, importe bien dans sûr. quel ordre. Voilà, après il y a une question évidemment financière derrière, où tu gagnes beaucoup plus quand tu es championne et que tu défends que dans un autre ordre. Donc pour bien expliquer aux gens ce que je veux dire, c'est il y a une différence pour Manon d'un point de vue financier, à d'abord battre Grasso et puis défendre contre Erin. Ça va l'amener à une meilleure sécurité financière que d'abord battre Erin puis battre Grasso. La différence est quand même assez marquée entre un combat pour le titre et un combat On a toujours été honnête avec, officieusement. Ouais, on a vas-y. toujours été honnête avec nos auditeurs, c'est du simple au triple. Voilà, comme ça vous savez. Moi j'ai Voilà, toujours donc eu, je donnerai pas de chiffres, mais je donne le multiplicateur, c'est du simple au triple. voilà, comme ça c'est assez clair et ça notifie bien pourquoi il y a un réel intérêt à attendre de savoir ce qui se passe avec Valentina pour pouvoir obtenir ce title shot plutôt que de dire ouais, tu sais quoi, j'attends pas Valentina et on fait un call-out de Erin. Alors on a une question d'un autre membre, Noah, qui demandait comment est-ce qu'on accédait au Cage Warriors Academy. Alors là, je peux répondre moi-même puisque j'en ai organisé un moi-même à Bruxelles. C'est très simple. Tu contactes le matchmaker, tu trouves sur Internet qui est le matchmaker ou le promoteur ou l'organisateur.
Tu envoies un message, tu proposes ton profil, et puis c'est comme dans n'importe quelle autre promotion. Tu espères que le matchmaker est intéressé par ton profil, et, euh, et la suite du process, c'est comme pour n'importe quel combat. Euh, Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus simple, j'ai envie de dire. Tu demandes aussi dans un autre message si c'est mieux de passer par un management. Je dirais que c'est toujours mieux parce que les boîtes de management ont généralement une très bonne entente avec certaines promotions. C'est plus facile de trouver un combat quand tu passes par quelqu'un qui a l'expérience d'en trouver, mais c'est pas obligatoire. Tout ce qui est obligatoire quand tu combats, c'est un coach. Et on a déjà fait un long coach talk sur le rôle d'un coach. Ça fait beaucoup de fois coach, mais vous aurez compris. Et on avait dit que le plus important pour un bon coach, c'est la bienveillance. Donc si tu as un coach bienveillant, il va savoir si tu es apte et prêt à combattre, parce que c'est ça aussi qui est très très important. J'ai passé à une question qu'on a reçue hier, Aldric, qui était assez intéressante. C'est aussi d'un de nos nouveaux membres, Yann Lee. Merci d'avoir rejoint la famille. Au vu de la difficulté de certains cuttings, de l'effort qu'on sait néfaste sur l'organisme à long terme, voyez-vous encore pour longtemps la sauvegarde de cette pratique? Si c'est non, Aldric, as-tu déjà pensé à une alternative pour tes combattants? Alors, première des choses, la pratique est néfaste, ça c'est sûr. Je te rejoins, Yann. Par contre, moi, elle n'est pas du tout dangereuse. C'est-à-dire que quel que soit euh, le n'importe lequel des fighters que j'accompagne et dont on prépare les protocoles, ce sont des cuts qui sont encadrés, qui sont suivis par des médecins, traumatologues, biologistes. Et aujourd'hui, on doit rester dans des proportions que je vais donner, comme ça vous le savez, euh, qui sont de l'ordre d'une diète normale, pas une diète faite de jeûne ou de choses dangereuses le long de cette diète. Et c'est 2 semaines, hein, c'est pas plus. Le gars ne pensez pas que vous devez vous mettre au régime pendant 2 mois parce que vous aurez besoin de cette énergie pendant votre camp. Ça doit être une diète d'une vingtaine de jours grand maximum, suivie d'une déshydratation de 3 kilos pour les gens qui ont une habitude moyenne, à 4 kilos pour les gens qui sont des professionnels aguerris dans cette discipline, à condition que ça représente un pourcentage de la masse, euh, c'est-à-dire de votre poids global, aux alentours, je dis bien aux alentours de, allez, on va dire un homme de 90 kilos, ça fait 5%, un homme de 80 kilos, pardon, donc voilà, 5, 6, 7% maxi, surtout pas plus que ça. Et si on se tient à ces règles et qu'on se réhydrate avec des professionnels, avec un plan de réhydratation fait par des professionnels comme des diététiciens ou des nutritionnistes, bien sûr que l'effort pourrait être évité, mais on reste sur une déshydratation qui est moyenne et qui permet de ne pas altérer la santé, de ne pas altérer les performances. Voilà. Tout ce que vous faites au-dessus de ça est très dangereux et mérite effectivement une solution alternative. Après, pour répondre à ta deuxième question, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par le comité olympique, parce qu'on sait que dans les sports de préhension, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Et même s'ils ont la pesée le jour même, ils trouvent toujours le moyen de déshydrater de 2 à 3 kilos. Donc, je pense que garder une pesée qui permet d'avoir 30 heures ou un peu plus pour se réhydrater euh, est une solution classique. Je rappelle quand même qu'il y a eu peu d'incidents dans l'histoire du MMA, incidents graves, je parle. Après, il y a toujours des gens comment dire, qui n'ont pas l'investissement nécessaire, qui sont pas sérieux, qui ratent leur diète parce pour X ou Y raison. Ceux-là, tu peux changer toutes les règles du monde et ils trouveront quand même des façons de ne pas bien faire. Donc, non, je pense que dans la globalité, si c'est bien structuré aujourd'hui, qu'on reste sur les quantités que j'ai précédemment citées, euh, on est sur quelque chose de faisable. Voilà. Je dédramatise pas le truc, je regarde en tête qu'il y a des gens qui sont morts. Enfin, il y a une personne, je crois, pas plus, c'est déjà une personne de trop qui est décédée, je crois qu'elle était au One. Euh, et le One n'est pas la solution parce que je suis pas du tout sûr que ce soit au point ces histoires de peser, de déshydratation de ci, de là, parce que on a peu de recul là-dessus. Et pour l'instant, je ne vois pas de mieux là-dessus. Je pense juste qu'il faut être sérieux dans sa diète et sérieux dans sa déshydratation, qu'il faut faire confiance à des professionnels. Pour le reste, malheureusement, je ne vois pas de solution.
Ah pardon, j'étais en mute. C'est exactement ce que je pense. C'est la solution pour moi au weight cut pour l'instant, c'est professionnaliser toutes les personnes qui le font. C'est les conscientiser au risque, les professionnaliser sur l'approche et faire en sorte justement de trouver ce juste milieu. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est trouver le juste milieu entre ne pas altérer ta santé, donc ne pas dépasser cette limite, tout en restant optimal au niveau de la performance. Et j'aime bien aussi ce que tu as cité, c'est il y a beaucoup de gens qui disent on n'a qu'à faire la pesée la veille. Non, les gars, si on fait la pesée la veille, des gens vont se déshydrater le jour même, seront pas hydratés dans la cage, et c'est là où il y a des vrais risques avec les frappes à la tête. Alors que l'UFC qui a mis à jour avant les cérémonies de pesée, c'était la pesée aussi, c'était en après-midi la veille. Maintenant, ils ont fait ça le matin la veille, justement pour laisser en plus longtemps de réhydratation. Alors évidemment, il y en a qui en profitent pour se déshydrater encore plus, et c'est là où je reviens à mon point initial. Conscientiser, professionnaliser, c'est ça la solution. S'il y a une deuxième solution à ça, pour moi, j'y ai pensé, mais ça fera peut-être partie d'un débat à part, parce que sinon on prendra plus d'autres questions, c'est de profiter de l'USADA, qui vient de manière opportune chez les gens sans prévenir et qui en même temps de faire les prises de sang et la prise d'urine, de peser les combattants. Et si le combattant est X% au-dessus de la catégorie de poids dans laquelle il combat, hop, après tu as un avertissement et à ton deuxième avertissement, tu es obligé de combattre dans la division du dessus. C'est une idée que j'avais, autant profiter, mais ça ne fonctionnerait qu'avec les promotions qui ont les finances pour travailler avec quelque chose comme l'USADA. Et actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais pourquoi pas Non, mais dans un avenir. l'idée est Ouais. bonne, l'idée est bonne. Merci. Je vais en profiter. On est presque 100. On est presque 100 sur le live. J'y m'attendais pas. Merci à tous. Merci, un tout grand merci. Euh, Likez la vidéo, ça donnera de la force. On attend toujours vos questions. On essaye d'en prendre un maximum. Donc là, justement, je vais aller lire ce qu'on a reçu. Celle-là, elle est sympa. Une question de Selva, qui n'est pas en membre. Donc on prend aussi des questions des non-membres. Alors pour faire une petite pub, il est possible de supporter financièrement la chaîne. Ça vous donne des avantages comme l'accès à des vidéos exclusives. On en a fait une hier avec Brian pour faire une preview de toute la carte du PFL. On répond en exclusivité à vos commentaires sur nos vidéos. On répond en priorité à vos questions sur les lives. Mais ici, Selva nous a posé une très chouette question. Vous êtes très familier avec les règles appliquées à l'UFC, mais est-ce qu'il y en a une que vous voudriez changer? Moi, c'est plus sur les critères de juge que j'aimerais faire des modifications. Sur les règles de MMA, c'est Non, compliqué. je pense que pour les règles, après, euh, tu as toujours les partisans du Pride et feu ces orgas japonaises qui vont te dire oui, mais les stomp kicks à la place des coudes. Non, objectivement, je pense que les règles du MMA unifié aujourd'hui sont ce qu'elles sont, mais elles sont c'est comme ça qu'on les a connues et je vois pas, en tout cas maintenant, de, de raison d'en changer. Après, je te rejoins un petit peu. Moi, je me suis replongé un peu dans le règlement ces derniers temps parce que ça fait toujours du bien. En fait, pour ceux qui veulent savoir, après le combat de Brice Milchel, celui qui rentrait avec la Bible et qui a fait prière à la fin contre Dan Ige, euh, sur mon premier visionnage, j'étais un peu limite sur la décision. Mhm. Et en fait, du coup, je me suis replongé dans le règlement. Et j'ai d'ailleurs fait ça, j'en ai parlé avec mes gars que j'entraîne hier matin. Je leur ai dit, les gars, regardez ce combat et gardez certains éléments en tête. Et et on a trop tendance maintenant, quand on parle des nouvelles règles, on se focus sur les dégâts. Et les dégâts sont ce qu'ils sont et ils sont très importants, hein, très préjudiciables dans un combat, mais il y a aussi l'intention de finir le combat. Les Anglais, redonne-moi le mot anglophone, Chris, qui disent les Anglais pour ça, où ils mélangent et dégâts et intention de finir le combat, ils disent quand ils se... Impact. Voilà. Ils se basent sur ce mot, et impact, ça ne veut pas dire l'impact de tes frappes, ça veut dire l'impact, c'est ce que tu veux faire pour terminer le combat. Donc si tu regardes Brice Mitchell, bien sûr qu'il finit avec la tête éclatée et que Dan Eagle a fait des dégâts significatifs. Je donne un exemple. On fait un combat avec Chris. Moi, je mets un coup de coude dans la tête de Chris, je lui ouvre la tête en deux. Mais d'un autre côté, pendant ce même combat, Chris me fait tomber plusieurs fois au sol et il tente 5 ou 6 finalisations. Euh,
pour ceux qui ont vu le combat de Mansour, des finalisations engagées, c'est-à-dire avec un peu comme la clé de bras que prend Mansour contre JJ et ce genre de choses. Des finalisations où je manque de taper. À la fin du combat, je vais être dans un état quasi parfait au niveau de mon visage, alors que Chris va être balafré et le sang va couler. Ben c'est Chris qui va gagner. Parce que Mm. l'impact, c'est aussi les tentatives de finalisation. Et, euh, et voilà, pour terminer là-dessus, avant de redonner la parole à Chris, là, il y a un combattant que vous ne connaissez pas, mais qui a fait la ceinture de l'UFC, dont le nom va me revenir parce qu'il m'a échappé. Mais il vient de dire qu'il allait s'engager dans le fait d'être juge. Et Chris Lieben. Chris Leben, qui a fait le TUF, qui a été un très grand combattant. Alors là, on parle de culture de l'instant. À part les vieux de la vieille, vous ne pouvez pas connaître parce que c'est un gars qui devait combattre dans les années 2010 max. Il a dû terminer sa carrière aux alentours de 2012, 2013, je pense. Mais il a été challenger à la ceinture middleweight avec Anderson Silva. C'est un gars qui a une très grande carrière. Et il a dit, bah ok, moi je vais essayer d'être juge parce que je pense qu'il faut que ce soit fait par d'anciens combattants et j'ai trouvé la démarche noble. Et je pense que s'il n'y a pas des gars du milieu qui le font, et c'est valable en France, hein. En France, à part Chris, j'ai vu, quand je te parle de Chris, je parle de Chris Trizo. Je parle pas de Chris Guénas, mais à part Chris Trizo, Mm. qui est un ancien combattant, j'ai pas vu beaucoup d'anciens combattants qui sont là en tant que juges. Donc c'est bien de critiquer les gars, mais on est quand même nombreux à avoir combattu dans les années 2000 en France. Donc il pourrait y avoir des juges expérimentés, aguerris à la culture martiale du MMA, et c'est pas le cas. Donc après, ne nous plaignons pas. Et je pense que c'est pas les règles qu'il faut changer, c'est juste les juges qu'il faut un tout petit peu plus former, de façon à ce qu'ils soient capables d'apprécier euh, un combat à sa juste valeur. Dernier petit truc, et ça, Mm. je parle je prêche pour ma paroisse. Vous avez regardé, on en a parlé beaucoup avec Chris, du combat de Manon contre Rose. Et sur le moment, je dis, mais comment un juge peut donner le troisième? Et en fait, au final, après avoir regardé le combat sous plusieurs angles, parce que si tu es abonné à l'UFC Fight Pass, tu peux choisir deux angles de caméra, ben, je me rends compte que le juge, qui était de dos, et qui était exactement du même côté où Chris était commentateur, et qui voit Manon glisser sur le troisième, ben, tu peux largement penser à un down, et tu peux largement donner 19 pour Rose en disant bah ok, Manon a dominé le round, mais elle s'est fait toucher, il y a eu de l'efficacité dans la frappe. Et donc ça reste quand même une pratique très difficile. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait trois juges, parce que l'angle de vision doit être différent des trois, parce que sinon ils voient tous la même chose. Mais non, ça reste un exercice très difficile. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui nous paraissent inadmissibles. Voilà. Alors, ah, je reçois des messages. Apparemment, on t'entend de nouveau pas très bien. On avait dépassé les 100 et je pense que le fait que ça saccade, ça a fait partir des gens. Donc désolé pour ceux en live. Ceux qui sont en live et qui n'ont pas entendu cette séquence, on repostera la vidéo a posteriori. Elle sera disponible en bonne qualité parce que ça enregistre en local en plus quand on enregistre. Donc je vais répéter le gros de ce que Aldric a dit puisque c'était extrêmement intéressant par rapport à la notation des juges. Donc il disait que comme moi, en termes de règlement, on n'a pas envie de voir de changement. Par contre, sur la notation, il y avait quelque chose d'intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de dégâts, on parle d'impact. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand on parlait uniquement de dégâts, quelqu'un qui allait par exemple envoyer un coup de coude et ouvrir son adversaire, ça allait montrer des dégâts visibles et ça allait marquer plus le scoring des juges que trois tentatives d'étranglement. Aujourd'hui, on parle d'impact parce que l'impact, ça représente aussi le fait de se rapprocher d'un finish pour un adversaire et ça permet de plus facilement comparer le striking et le grappling. Par exemple, si quelqu'un est pas loin d'étrangler trois fois un adversaire, bah, ça a plus d'impact. On se rapproche plus de la fin du combat qu'un coup de coude qui va ouvrir à l'arcade, par exemple. Alors, on est reparti. J'espère que pour ta prochaine réponse, on va avoir ton son. Quoique tu bouges plus chez moi. C'est les aléas du live. Ah, je te vois bouger. Je te vois bouger. On avait quelques questions. Je vais essayer de les retrouver. Je suis désolé, on n'a pas le chat sur la droite de notre écran, ce qui pourrait être C'est plutôt pour pas ça que mal. tu me vois regarder en bas. J'ai mis le chat sur mon téléphone pour voir un peu ce que les gens nous disent et je regarde Ah en ben même temps. voilà. Eh ben, on va essayer de chercher une question. Voilà, ça c'était pas mal. David Laure, en parlant des règles
les coups de coude interdits au PFL, vous en pensez quoi? Alors, je vais te laisser répondre. Ce temps-là, je vais juste prendre un petit bonbon Golden CBD. Le petit placement de Euh, produit en plein milieu. alors, les coudes. Je comprends le format du PFL parce qu'il faut comprendre. Là, ce que vous allez voir samedi soir, c'est le PFL Europe. C'est un format différent qui met en avant que des fights d'exhibition. Euh, Dans la logique d'un tournoi où les gars, quand même, vont combattre assez régulièrement, l'idée d'enlever les coudes est peut-être pas bonne pour le spectacle, mais nécessaire pour le suivi. Je m'explique un petit peu. Si un gars qui est gagné ou perdu doit recombattre dans un laps de temps assez court, ben, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de coupure, ou le moins possible en tout cas. Et c'est Hmm. vrai que euh, vous regarderez ceux qui ont l'habitude de voir du MMA, avec les coudes ou sans les coudes, il y a quand même une très grosse différence, parce que les coups de genoux, ça demande quand même une très grosse domination. C'est-à-dire que prendre un mec, lui baisser la tête, lui mettre un coup de genou dans la tête, c'est mettre fin au combat. Et donc, quoi qu'il arrive, ça peut générer un très gros impact et des dégâts, mais, euh, mais ça demande une domination importante. Un coup de coude, sur un niveau sensiblement égal, en sortie de clinch, ça coude, ça coupe. Il n'y a pas un écart de niveau, mais il peut y avoir une coupure dangereuse et qui va mettre beaucoup de temps à cicatriser, qui va pouvoir empêcher que le gars refight dans un délai de 60 à 80 jours après son combat. Donc, d'après moi, hein, ça n'engage que moi ce raisonnement, mais je pense que la raison pour laquelle euh, ils ont mis les coudes de côté est dans le cadre d'un suivi de saison. Et pour avoir un gars qui fait 3 4 combats dans la saison et qui puisse. Et comme je vous le dis, regardez pour ceux qui regardent le début du tournoi, le perdant peut se rattraper. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as perdu ton premier combat que tu es éliminé du tournoi PFL. Tu peux te rattraper et à partir du moment où tu peux perdre ton premier, gagner au premier round de deuxième et le deuxième combat, je parle bien sûr, et gagner ton troisième à la décision et tu as beaucoup de chances d'être qualifié pour les playoffs. Et c'est l'intérêt de ce format. Et donc pour qu'un perdant puisse repartir au combat, bah, c'est vrai que c'est mieux qu'il n'y ait pas de cicatrices ou de coupures parce que c'est ce qui met malheureusement le plus de temps pour reprendre l'entraînement et pour recombattre. Alors, 100% aligné, c'est la raison pour laquelle le PFL interdit les coudes, c'est pour le format tournoi. Et en fait, je me posais la question et j'ai fait mes renseignements hier justement, donc c'est marrant qu'on ait la question sur le live. Je me suis posé la question de, ok, très logique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les coups de coude pour les super fights? Et j'ai pas trouvé de réponse à ça. Je pense que c'est parce qu'ils veulent avoir les mêmes règles sur l'entièreté de la carte et pas avoir des règles qui changent entre deux combats. Mais je prends un bête exemple. Moi, quand j'organisais des événements, ma carte préliminaire, c'était des combats amateurs. Ma carte professionnelle, ce sont des combats pro. Les règles changent entre les combats, ça me dérangeait pas. Donc, c'est peut-être une amélioration au niveau du PFL. C'est sur les super fights, autoriser les coups de coude. Alors, ici, en l'occurrence, Cédric Abdul, enfin Cédric contre Zebo et Abdul contre Wheeler, ce sont des super fights. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas les coudes parce que on attend Cédric et Abdul dans le tournoi la saison prochaine et donc on ne veut pas prendre ce risque. Mais il y a d'autres super fights où je me dis on pourrait autoriser les coups de coude parce que il n'y a pas ce format tournoi. Mais en fait maintenant en le disant, je suis désolé parce que j'ai pas, enfin voilà, je me dis certainement que les super fights servent aussi à découvrir des nouveaux talents et peut-être à faire à les utiliser comme backup au cas où il y a un blessé. C'est peut-être pour ça que la règle est généralisée autant dans le format tournoi que dans le format des super fights. Euh, Écoute, il y a une question qui revient plusieurs fois là. Mehdi Kiel. Je sais qu'on va peut-être pas se faire d'amis en répondant à cette question, mais j'ai envie de prendre un risque. Et il n'y a rien de mieux que de prendre un risque en live parce qu'on ne pourra pas revenir sur ce qu'on dit. Tu es chaud? Allez, on est parti, hein. Ok. Pourquoi avoir pris Unibet comme sponsor, sachant que les paris sportifs ont un impact négatif sur la société? Et je crois qu'il avait posé la question aussi hier en rajoutant que ça a ruiné des familles entières. Ah, Je me lance? Vas-y, vas-y, je te laisse répondre. Je donnerai mon avis après, Ok. mais je te laisse Ok. répondre. Alors, premièrement, quand on a échangé avec Unibet, eux-mêmes sont venus avec quasi comme premier argument leur valeur. Ils ont une nouvelle valeur ou une nouvelle mission, on va plutôt dire ça une mission, un objectif principal, qui s'appelle le Road to Zero. Ce qu'ils entendent par là, le Road to Zero, c'est mettre en place des dispositifs de sorte à ruiner personne. Donc je pense, et ça je le dis avec des pincettes, mais je pense qu'ils ont un système d'alerte sur leur site quand il y a des gens qui déconnent,
qui vont fort fort dans le rouge et qui offrent la possibilité de se bloquer soi-même, s'interdire du site soi-même. Donc ça, c'est un premier argument qui est bien passé quand j'ai échangé avec eux. La deuxième chose, avant d'avoir le call, j'en avais déjà discuté avec Aldric, avec John, avec Brian. On pourrait mettre un screenshot de la conversation WhatsApp, mais je pense que les gens vont nous croire. Une des conditions sine qua non de s'engager dans un partenariat avec Unibet, c'était de pouvoir systématiquement communiquer sur l'appel à la responsabilité quand on joue. Donc quand on parle d'Unibet, systématiquement sur Fight Minds, on appelle à la responsabilité, on notifie interdit moins de 18 ans, on dit s'il vous plaît, jouez de manière ludique et récréative. Ce n'est pas une manière de gagner de l'argent, c'est juste une manière de devenir de plus en plus fan de son propre sport. Brian et moi, on fait le jeu à fond. Ça nous permet d'analyser davantage de combats, ce qui nous rend encore plus fans et encore plus connaisseurs de notre propre sport. Donc, c'est une valeur ajoutée. Brian en parle souvent en off, il va en parler une fois en on. Les gens qui font 2 cinémas par mois, ça leur coûte 30 euros par mois. Ces 30 euros par mois, ils savent qu'ils les perdent, ces 30 euros qui vont sortir sans les récupérer, pour aller voir 2 films. Ça leur fait plaisir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui met 30 euros par mois sur Unibet pour parier, pour apprécier davantage les combats. C'est un échange. Tu sais, avant, en début de mois, que tu vas perdre ces 30 euros, potentiellement, parce que c'est pas sûr que tu les perdes, mais il faut partir du principe que tu vas les perdre, et ça va te permettre d'apprécier plus le sport. Donc c'est une valeur ajoutée. Je vais finir par ça. Je suis quelqu'un de super ouvert d'esprit. Je sais que certaines personnes ne seront pas du tout d'accord avec moi. C'est la même raison qu'en politique, il y a la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, des gens au centre. Chacun a une vie différente, chacun a des opinions différentes. Ma vision de la vie, c'est que chacun est responsable de ses choix. Et je sais que les gens détestent quand je dis ça parce que, voilà, peu importe. Moi, c'est ma vision de la vie. Ce qui fait que quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce partenariat avec Unibet, j'ai accepté parce que je considère que c'est pas nous, Fight Minds, qui allons être un déclencheur d'une famille qui se ruine, notamment par le fait qu'on communique de manière extrêmement prudente sur ce milieu-là. Et donc on a accepté le partenariat. Pourquoi? Dernière raison, parce que c'est de l'argent qui rentre, les gars, c'est le nerf de la guerre. Et on avait une autre question sur Twitter. Combien de temps investissez-vous dans Fight Minds par semaine? Je pense que si on combine les heures que moi j'investis, que Aldric investit, que Brian investit, que John investit, et que même les monteurs, enfin, on travaille aussi avec un monteur et que d'autres personnes investissent, on dépasse les 50 heures semaine. Si vous voyez la rémunération que YouTube nous donne, on est moins bien payé que des étudiants. Beaucoup moins bien payé que des étudiants. Cette rémunération de cette collaboration avec Unibet, ça va nous permettre de sacrément développer la chaîne, sacrément, de vous proposer de nouveaux formats. C'est grâce à ça, c'est grâce à Unibet qu'on peut vous proposer les Volcasts. Le Volk est rémunéré, le monteur est rémunéré, on crée de l'emploi autour du MMA, autour d'un milieu passionnant. Donc voilà la raison pour laquelle on a accepté de travailler avec Unibet. Parce que, encore une fois, et là je vais partir dans un argument que je n'aime pas, mais ok, Unibet ça a ruiné des familles. Mais si on commence à réfléchir comme ça, Proper 12, pourquoi le PFL accepte d'être avec ça? L'alcool, ça provoque des accidents, ça provoque des morts. Euh, les combattants du PFL, ils font des partenariats avec Geladal. L'obésité, c'est un problème international. On s'en sort pas. Donc nous, justement, le but, c'est on accepte ça et on essaie d'utiliser et de communiquer de façon à ce que ce soit une plus-value pour toutes les personnes qui se mettent dedans par notre biais. Voilà, j'espère que j'ai été euh, correct, juste. J'ai pas lu pendant, je sais pas si ouais, Moi, j'ai je vois, mais surveillé un t'as peu bien raison. ce Ok. qui se disait sur le chat et je suis assez d'accord. Après, tu m'entends, Chris? Euh, tu as Ouais, je tellement t'entends. été, tu as tellement été complet que je vais avoir une réponse très simple, hein. Et je m'excuse si ça offense certaines personnes. Moi, je pense que une personne qui a un problème avec l'addiction financière, elle va l'avoir pour tout. C'est-à-dire elle peut mettre son argent dans les sites de paris, elle peut mettre son argent dans des jeux en ligne, elle peut mettre son argent dans. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont cette culture un peu geek, mais au Japon, ils sortent pas mal de jeux comme ça qui s'appellent des gachas, où il faut pay to win, il faut payer, il faut acheter des choses pour pouvoir être plus fort sur le jeu en ligne. Et, et je pense que une personne qui a un problème avec ça, qui a besoin de jouer pour essayer de gagner quelque chose, euh, quel que soit le mode que je viens d'énumérer, elle va aller chercher son addiction parce que c'est un problème beaucoup plus profond que la pub que nous on va faire.
c'est un problème psychologique, voire psychiatrique. Voilà, c'est mon idée. Elle, elle, elle n'impacte que moi, elle n'engage que moi. Chris a donné ses arguments, mais en tout cas, sachez qu'on était tous d'accord pour faire ce partenariat et que il a été pris d'une décision collégiale et c'est pas juste Chris qui voulait s'acheter des nouvelles Nike qui a décidé de le faire. De toute façon, si j'ai beaucoup d'argent qui rentre, c'est pas pour des Nike, mais vraiment, c'est plus pour créer de l'emploi autour du MMA. Après, il y a quelqu'un qui a pas des, voilà, il y a pas des mauvais contre-arguments, hein, et j'entends, tu vois, il y a quelqu'un, Vlad Tepes, qui crée- Peugeot ne crée pas des accidents, non, d'accord, mais les voitures bien. Euh, Ouais, ok, bon, j'en parlerai pas parce qu'on est sur un live. Vlad, si tu veux échanger là-dessus, tu peux me contacter sur Twitter. Je suis toujours ouvert et voilà, c'est un milieu sur lequel je me suis pas trop renseigné, mais voilà, je suis toujours ouvert à avoir de nouveaux contre-arguments, mais c'est compliqué à lire en live et à répondre en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je sais pas si tu en as trouvé une. Sinon, on avait une chouette question hier sur YouTube ou Twitter, je sais plus, mais je la connais par cœur. Et ça va être intéressant de la poser. Quels sont les combattants qui ne sont pas encore signés à l'UFC et qui ne sont pas français que tu suis avec un œil attentif? Alors, je vais commencer. Je sais qu'on en Vas-y, a un vas-y. en commun. Mark Ewan. Oui, effectivement, que ce soit sa performance au Ares 15, je crois, ou 14, ou que ce soit ce qu'il vient de faire au Bellator, je trouve ce garçon exceptionnel, effectivement. Après, pour ma part, bien sûr qu'il y en a d'autres. Hors de France, je vais en citer. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais parler de Mehdi Dakaev, qui pour moi devrait déjà être à l'UFC, mais c'est un problème de papier. Euh, Champion du Eagle FC et champion du GFA en France, pour ceux qui connaissent. Donc, oui, je pense que Mehdi devrait avoir sa place. Après, on va parler un peu de France. On va parler d'Arès. Je pense que le champion d'Arès, est-ce que ça suit dans le chat? On voit un petit peu. Si je dis le champion d'Arès Ouais. de la catégorie 61, est-ce que je vois le nom apparaître rapidement ou pas? On va Non. attendre un tout petit peu parce que je crois qu'il y a un décalage de 30 secondes entre ce Ah, qu'on dit ici et le live d'accord. YouTube. Donc, laisse passer. Moi, je vais dire trois noms d'un coup Ah, et vas-y. puis je te rends la parole. Paul Vas-y. Hughes, forcément. L'honneur Cavana et Luke Riley. Trois gars qui sont au Cage Warriors. Les trois évoluent au Cage Warriors et je pense que c'est trois noms à suivre. Deux sur les trois sont invaincus. Donc l'honneur, Cavana et Luke Riley sont invaincus et franchement des petites perles du Cage Warriors. Et alors évidemment, Paul Hughes, combat contre le Belge Jan Hagens à suivre de près aussi. On a eu une bonne réponse. Gilo Matisse a bien dit Pena. C'est ça. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Damarté a largement sa place au UFC. Et si je devais en donner un troisième, présentement, qui j'irais chercher? Euh, Bah, c'est plus compliqué parce que c'est des gens qui sont en Bellator et qui font partie de la team SBG. Mais et que c'est compliqué, on sait que c'est très compliqué. Depuis la rivalité Bellator-UFC, il n'y en a qu'un seul qui a fait le trajet Bellator-UFC. C'est Michael Chandler. Donc, il y en a peu. Cela Il y en étant, a j'en vois pas d'autres. Si t'en Hector vois, Lombard, c'était pas le cas. Hector Lombard, je suis pas sûr. c'est pas ça le chemin. Je Je suis vais aller pas sûr. voir. À vérifier. Très bon Après, quiz. Très bon quiz, Aldric. à- après ouais, je pense que des gens comme Ciaran Clark, c'est plus très loin quand même. Très franchement. Ouais. Hector Lombard, c'était bien. Il a bien transité du Bellator vers Bah, bien l'UFC. joué. Moi, j'en avais encore une qui est au PFL, qui sera au PFL Paris, que je suis de très 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 près. Donc elle est ni française et elle n'est pas à l'UFC. Dakota Dakota, Ditcheva. je l'ai pas dit. Alors, pourquoi j'ai pas parlé de Dakota Ditcheva? Pourtant, tu sais que c'est une caté qui me tient très à cœur. Parce qu'en fait, je ne sais pas son niveau de lutte défensive. Je ne le connais pas. Les adversaires qu'elle a pris, ne permettent pas vraiment de spéculer. Tu vois, au moment où on se parle, il y a un physique intéressant, elle est grande, c'est une très bonne strikeuse. On aura des réponses parce que Cornelia Holm,
que Manon a déjà affronté sur une télé-réalité en Afrique du Sud Ouais. est solide. Elle n'a pas le niveau UFC en termes d'intensité, mais c'est une lutteuse qui a de très bons contrôles. Donc on aura, je pense, comment dire, la réponse à cette question le soir du 30. Cela étant, au moment où on se parle, je ne sais pas. Par contre, si elle roule sur Cornelia Holm, comme je pense qu'elle va faire, mais il faut quand même attendre l'issue de ce combat. Oui, Chris, je serai entièrement d'accord avec toi. Je serai entièrement d'accord avec toi. Je vais juste revenir 2 secondes sur, parce que j'ai donné un nom comme ça sans expliquer. Euh, Pourquoi j'ai parlé de Ciaran Clark? Parce que, on sait que l'UFC investit beaucoup sur l'IMAF. Je crois qu'il donne 1 million de dollars par an sur la ligue IMAF pour qu'elle puisse gérer ses championnats continentaux et du monde. Donc c'est un garçon, je crois qu'il y a une 20 ou 25 combats IMAF et qui a gagné des compétitions, qui a perdu aussi, hein, mais qui a été vainqueur de grosses compétitions IMAF. 2, il est dans une team qui est en contact régulier avec l'UFC, qui est le SBG. 3, on est sur du 8-0 en pro. Donc je pense qu'arriver, voilà, un gros background amateur avec un titre IMAF, Mm. 2, un record vierge immaculé et de 8 combats. Allez, à la limite, si on veut cocher toutes les cases, il manque un UFC vet. Et puis on a coché toutes les cases possibles et imaginables pour Ciaran Clark. Très, très belle découverte. J'avais oublié, je vois qui c'est, mais j'avais oublié son nom. J'irai me refaire quelques-uns de ses combats parce qu'effectivement, aussi, ce qu'il propose dans la cage Intéressant, ouais. est incroyable. Ouais. Est-ce qu'on passe à une toute dernière question? Je vois que j'arrive pas à suivre. Je n'arrive pas à suivre. J'ai l'impression qu'il y a des petites guéguerres là sur notre live, donc il sera peut-être temps de clôturer. Et je pense que c'est à cause du débat sur les paris, mais tant pis. J'aime pas cacher les choses, j'aime bien en parler, donc tant mieux. On avait une question hier qui était assez intéressante, c'est de Nicolas Robin. Est-ce que le MMA dans quelques années peut finir comme la boxe si l'UFC ne domine plus la scène du sport comme elle le fait actuellement, ce qui ne donnerait aucune fédération leader et des tonnes de ceintures de champions du monde et des combats qui se font encore plus durs à organiser. J'aime bien la question. J'aime bien la question parce que ça fait un petit temps que je commente la boxe anglaise pour DAZN et donc je rentre un peu plus, voire de plus en plus dans ce milieu-là. Et il y a quelques éléments qui me dérangent. Je pense que la boxe anglaise pourrait être beaucoup plus agréable à suivre, justement s'il y avait moins cette culture du zéro. Parce que ce qui se passe pour l'instant en boxe anglaise, c'est mon impression, hein, j'ai pas encore assez l'expertise, mais c'est mon impression et je pense que justement les fans de boxe anglaise peuvent tirer de bonnes informations, tu sais, des nouveaux fans. Et je trouve que, étant donné qu'il y a cette culture du zéro, ce que font les bons managers, c'est mettre leur poulain contre des gars, des faire valoir, histoire qu'ils soient ultra favoris. En MMA, quand tu vois un ultra favori contre un pas favori du tout, tu t'attends à une méga performance, un gros finish, enfin tu vois, une grosse performance de l'ultra favori. En boxe anglaise, avec cette culture du zéro, tu as l'impression que le favori rentre sur le ring en se disant j'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas perdre. Et du coup, tu as l'impression que tu as quelqu'un qui veut gagner, mais sans prendre le moindre risque. Et en fait, tu as des combats où tu as une différence de niveau qui est incroyable, mais ça dure quand même les 6 rounds, les 8 rounds, et ça va à une décision 6-0, 8-0. C'est pas super chouette à voir et pas super chouette à suivre. Et alors tu dis quand j'arrive dans le top, ça va être chouette parce que les grands noms vont s'affronter. Et en fait non, parce que comme dit dans le commentaire, il y a 4 grosses fédérations et donc tu pourrais avoir les 4 meilleurs qui se sont jamais affrontés et ils sont chacun champions dans leur fédération. Et puis j'entendais dans le podcast entre Joe Rogan et Crawford, il y a des combats qui mettent 2 ans de négociation pour ne pas se faire. Ça peut pas arriver ça dans un sport. Ça peut pas arriver, je trouve. Et donc, effectivement, pour répondre à la question, s'il n'y a plus l'UFC et qu'il n'y a plus de leader, il y a quand même ce côté négatif. C'est pour ça que, avec tout ce qui se passe autour de l'UFC pour le moment, je serais content si ça provoque quelque chose dans le business model de l'UFC pour avoir plus de respect envers les athlètes, sans qu'ils perdent le lead. Parce que s'ils perdent le lead, comme le gars le souligne très bien, tu risques d'avoir plusieurs promotions
difficile à comparer et avec des champions qui s'affrontent jamais. Et tu vas avoir une complexité à dire, ok, qui est le meilleur welterweight, qui est le meilleur middleweight. J'aime bien avoir ça en MMA. Savoir que le meilleur middleweight, c'est le champion à l'UFC. Le meilleur welterweight, le champion à l'UFC. Avec quasi aucune exception. La seule exception qu'on a, c'est chez les poids lourds parce que Ngannou est parti. Et voilà, moi c'est comme ça que je réponds à cette question. Euh, Trois choses, mais je ne vais pas lancer un débat, hein. Je vais juste, là, je parle et ça fait plaisir d'avoir autant de personnes sur le chat qui suivent ça à 13h50. Mais trois choses, et j'ai trouvé une question sympa aussi de Riddick Bowe. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu de mots pour l'ancien boxeur poids lourd Riddick Bowe, mais en tout cas, j'en parlerai juste après. Première chose, la boxe. Oui, elle est ce qu'elle est, mais effectivement, on sait que les 10 premiers combats, ils comptent quasiment pour du beurre. Et qu'il faut avoir un 10-0 pour pouvoir commencer à parler de ceinture continentale, voire intercontinentale. Donc, c'est ainsi. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Et même des fois, avec des 25 ou 30-0, eh ben, tu n'arrives pas à trouver de chance mondiale parce que il faut avoir les bons promoteurs, il faut avoir les gens qui investissent sur ta carrière et surtout, il faut être vendeur. Donc ça, c'est un fait établi. Je pense que pour les 10 prochaines années, on est tranquille de ce côté-là. Et je vois pas en fait comment ça peut arriver en MMA parce que c'est un sport quand même plus complexe. Et, et je vais juste concerner tout le monde sur une stat qui me paraît très importante. On parle beaucoup de l'équilibre financier et de la disparité entre acteurs et investisseurs. On dit que dans la NBA, par exemple, c'est à peu près 50-50, et il en va de même. Tu me coupes, hein, Chris, si tu n'es pas d'accord avec les chiffres, mais il en va de même pour les grosses ligues de hockey. Tout ça, on dit que c'est à quelques pourcents près, puisque des fois c'est du 42, 58, tout ça, mais 58. c'est une disparité à peu près égale entre les investisseurs et les acteurs. Dans le MMA, on est sur des ratios beaucoup plus bas, puisque ça a fait scandale, mais attention, je pense que c'est tout le système économique qui est encore bas dans le MMA. C'est-à-dire que quand on parle de 13% pour les acteurs et de 87% pour les actionnaires, c'est vrai que le montant peut paraître fâcheux pour ceux qui vont prendre des coups dans la cage, mais en vrai, pour que ce soit équivalent à ces grosses ligues de sport généralistes, c'est que du x3. Parce qu'on parle de 13 à 17, 16% à peu près. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de ce fameux 10-10 qui choque les gens, qui leur disent ah c'est très bas, ceci, cela. Bien sûr que moi j'aimerais que mes gars prennent 1-0 de plus pour la grande majorité d'entre eux. Mais si on fait ce ratio x3, ça voudrait dire que ce premier contrat UFC 10-10, il serait de 30-30 aujourd'hui. Donc je pense que c'est pour l'instant le MMA en lui-même qui est un sport qui est en train d'exploser, dont les revenus, dont les sponsors sont encore un petit peu bas. Et que dans quelques années, même si le ratio n'est pas arrivé à 50%, il y aura des rémunérations qui seront plus adéquates et beaucoup plus confortables pour les fighters. Mais il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de x10 ou de x20 là. C'est pas de l'esclavagisme. On parle de x3 sur les ratios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est 16%, eh ben, le x3, il va ramener ça à une équité par rapport aux investisseurs et aux acteurs. Donc, pour l'instant, je pense que c'est plus le modèle économique et les fans qui ne sont pas au même niveau que le football, le basket et ces sports à très forte audience, mainstream, plutôt que le problème des investisseurs. Enfin, moi, c'est Je ma façon de pense que penser. j'ai perdu Aldric chez moi et je crois que je vais le voir disparaître du live. On va voir si on le récupère. Oui, je vois que ça, en live, ça réagit aussi. Ça va être d'ailleurs bizarre pour ceux qui regardent pas en live. C'était c'était top ce qu'il disait en plus. Bon, je sais pas trop comment rebondir là-dessus, d'autant plus que est-ce que je te récupère? Moi, je t'entends. Nickel, on t'a récupéré. Bon, On je t'a sais pas. récupéré. Ça a coupé au moment où tu parlais des x3. Bon, ben, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais de toute façon, je pense que c'est intéressant et que si, si les gens du chat qui ont bien aimé le concept, on pourrait le développer sur un coach talk à part entière, parce Oui, que je pense que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est plus ça que les méchants patrons. Je dis pas ça par, je veux pas protéger le patriarcat. C'est pas ce que je veux faire, hein. Je suis pas en train de défendre. Bien sûr que si, quand ils gagnent de l'argent, ils pourraient en redistribuer plus aux combattants. Mais c'est plus le modèle économique qui a besoin de grossir encore un petit peu. Euh,
plus qu'un problème de radinerie ou ce genre de truc. Mais non, je pense que si ça plaît, on fera un coach talk là-dessus pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ça. Ouais, je pense que ça mérite un coach talk. Et ce qu'il y a de chouette en fait avec ce petit live là qu'on a fait, c'est qu'on a 2 nouveaux sujets pour des coach talks plus tard. Donc ça c'est sympa, on va bien les garder en tête. Donc la structure, on va dire la structure de coût de l'UFC, ça pourrait être vraiment très très chouette à aborder. Et on avait dit explorer les potentielles solutions au weight cutting actuel, notamment avec un système similaire à celui de l'USADA ou plutôt en collaboration avec l'USADA. Je propose qu'on clôture ici. Ça fait près d'1 heure qu'on est ensemble, c'est ce qu'on s'était dit. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, des chouettes questions, notamment Mehdi Kiel. Qui demandait ce qu'on pense du MMA belge. Forcément, on devrait en parler à un moment, peut-être avec Brian, mais c'est un chouette sujet. Donc là, je vais faire tous les remerciements possibles et imaginables. Merci à tous ceux qui ont été en live. On a dépassé plus d'une fois les 100. Ça fait énormément, énormément de plaisir. Merci pour l'ouverture d'esprit. Honnêtement, voilà, je sais que Unibet, c'est potentiellement un sujet sensible et je crois qu'on a pu bien s'exprimer dessus. Je vois qu'il y a eu quelques échanges assez ouverts. Bon, un qui a été un peu plus intense, mais voilà, ceux qui veulent échanger, je suis disponible dessus sur Twitter pour échanger en privé et continuer le fil de nos idées. Aldric, merci pour ton temps et pour toutes tes réponses. Et merci à Golden CBD qui est en partenariat avec ce podcast. goldencbd.fr, le code FIGHT vous offre moins 25% sur tous leurs produits. Je pense que j'ai tout dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Cliquez, Ciao, abonnez-vous ciao. les gars. Merci.